Eh bien, je vous remercie pour cette invitation. Et comme le faisait remarquer M. Schmitt, c'est effectivement une salle où nous sommes habitués des colloques sur l'histoire métallique de Louis XIV. Je vais donc, à votre demande, vous présenter cette histoire métallique et puis aussi vous dire quelques mots sur le premier volume de ces colloques auxquels M. Schmitt a fait allusion. Alors, au début du règne de Louis XIV, comme pour les règnes précédents, on frappe des médailles de différents modules pour célébrer les grands événements du règne. Mais à la même période, autour de Charles Perrault, surintendant des bâtiments, se crée un groupe de savants chargés de la propagande royale. Inscription pour les monuments, inscription pour les tapisseries, etc., actes de triomphe, etc. Progressivement, ce groupe, alors, comment est-ce que je fais pour obtenir les images? C'est là? C'est là? Voilà. Voilà. Et là, vous avez des flèches ici, normalement. Celle-ci, plutôt. Oui. Vous voyez, normalement. Voilà, vous pouvez se directionner ici. Merci. Merci. Donc, autour de Charles Perrault se crée un groupe d'une dizaine de savants qu'on va appeler la Petite Académie et qui deviendra plus tard l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ce groupe est donc chargé de la propagande royale et va aussi mettre la main sur la production des médailles. Donc une dizaine, je ne vous donnerai pas les noms, certains ne vous diront rien, mais il faut savoir que dans ce groupe, nous avons quand même Racine et Boileau en tant que historiographes royaux. Ils font partie de ce petit groupe qui progressivement se spécialise dans la création des médailles royales et finalement délaisse les autres aspects de la propagande royale. Le premier témoignage que l'on a de leur activité, de cette activité numismatique, c'est le manuscrit de Londres, conservé à la British Library et qui date des années 1680, qui présente des dessins de médailles accompagnés de brèves explications. Ce manuscrit de Londres a été publié par une savante, Joseph Jacques. Et puis, ce groupe, qui était d'abord informel, s'institutionnalise et se réunit 2 fois par semaine, le mardi et le samedi, au Louvre. Et à partir de 1694, ça devient une véritable institution et des procès-verbaux sont tenus. Des procès-verbaux sont tenus parce que les membres de cette petite académie sont passionnés et la principale raison des procès-verbaux, c'est qu'il faut donner preuve de son travail. Et donc, ces procès-verbaux sont très bien tenus, sont tenus dans le détail pour chaque séance par le secrétaire perpétuel, l'abbé François Tallemant. Et ces procès-verbaux sont aujourd'hui conservés dans le bureau du secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ils ont été longtemps aux archives, mais l'Académie a vu l'intérêt de la chose et a récupéré tous les volumes et ils sont bien gardés. Je vous le certifie puisque j'ai pu aller les consulter. Alors, voilà, je vous donne la passe de titre de ce registre journal des délibérations et des assemblées de l'Académie royale des inscriptions. Et donc, leur unique occupation dans ces réunions du mardi et du samedi, c'est soit de reprendre les médailles de Louis XIV qui existaient déjà et de les réformer, soit de créer des médailles pour les nouveaux événements ou alors les événements qui n'en avaient pas eu. Voilà leur occupation du mardi et du samedi. Et leur unique occupation, c'est devenu une académie numismatique, uniquement numismatique pour les médailles royales. Et en septembre, à l'automne, on fait des jetons. Les jetons pour les ministères. Et c'est leur occupation exclusive. Et vous avez donc ici un exemple de page de ce registre journal avec le compte-rendu de la séance et puis le dessin des médailles qui ont été soit
réformés soient inventés pour les événements du règne. L'année 1695 marque une étape importante pour deux raisons. Première raison, on décide d'uniformiser la série. C'est-à-dire que jusqu'à 95, on en était resté à l'ancien mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y avait des médailles de différents modules, souvent des médailles de grands modules, des médailles royales de grands modules. Et puis, on décide en 95 ce qu'on va appeler la série uniforme. La série uniforme, c'est-à-dire que les médailles devront avoir, comme les sesterces romains, c'est le modèle qui est avancé, devront avoir un module de 4 cm avec à l'avers le buste du roi selon ses différents âges. Il y a 8 bustes. Et puis au revers, donc les images consacrées aux événements. Bien, ces images peuvent être soit historiques, c'est minoritaire, c'est-à-dire que la scène de l'événement est représentée dans l'époque même de Louis XIV, soit allégorique, on prend souvent la mythologie comme image du règne de Louis XIV, soit mixte. C'est-à-dire qu'il y a des mélanges de l'époque de Louis XIV et puis de la mythologie antique. Voilà donc pour cette décision de la série uniforme. On pense que, à part le modèle des sesterces, parce que le modèle romain est excessivement important pour cette histoire métallique. Même les médailles modernes qui représentent la scène historiquement à la moderne ont des références antiques, des modèles antiques. Alors, on pense que la série uniforme a été imposée pour des raisons d'économie. Pour des raisons d'économie, 4 cm, évidemment, ce n'est pas 11 cm des grands modules. On était en 95 à une époque où le royaume commence à tirer la langue dans les guerres, où on fond la vaisselle et les trônes d'argent de Versailles. Donc, il y a, semble-t-il, une raison économique, même si on donne le modèle romain comme étant la raison principale. Donc, se crée cette première série uniforme. Ce qui va entraîner d'ailleurs la réforme de tout ce qu'ils avaient fait depuis le début de leur réunion, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, 1694. C'est-à-dire pendant un an, ils ont travaillé, mais ils vont être obligés de réduire les inscriptions pour se conformer à ce nouveau module. Et puis, en 95, autre étape importante, on commence à parler d'un livre qui enregistrerait la création de ces médailles. Et le livre prend forme progressivement. Les académiciens fournissent des textes destinés à accompagner les gravures des médailles. Et ça va ressembler un peu d'ailleurs à ce registre journal. Sauf que ça sera uniformisé, c'est-à-dire que je vais vous en montrer des exemples, des pages de ce livre, mais ça ressemblera un peu à ce registre journal, c'est-à-dire que vous aurez en haut de la page la médaille, la gravure de la médaille, et puis sous la médaille, le texte explicatif, le texte en fait, il y a deux textes. Il y a un texte qui décrit l'événement, qui est un texte historique, et puis en bas, un petit paragraphe qui décrit la médaille et traduit en français les légendes latines. Alors, ce livre, il est donc créé progressivement et il est publié en 1702 à l'imprimerie royale. Un exemplaire est offert au roi pour les étrennes et ce livre a pour titre « Médaille sur les principaux événements du règne de Louis le Grand ». Le titre est un peu long, mais majestueux. Ils n'ont pas réduit. Mais là, se produit un incident. Le roi désapprouve la préface. Le roi désapprouve la préface. Il n'a pas donné d'explication. Le roi n'a pas donné d'explication, mais le roi désapprouve la préface. Heureusement, on avait offert un exemplaire, mais tout n'avait pas encore été imprimé. Et il y a quelques exemplaires qui avaient été diffusés un peu sous le manteau, mais très peu d'exemplaires avaient été
diffusée. Donc, heureusement, donc, le roi demande la suppression de la préface et donc la suite de l'édition se fait sans la préface. Mais il y a quelques exemplaires, il y en a, je crois qu'il y en a un à la Bibliothèque nationale de France, avec la préface, donc qui a échappé à cette censure voulue par le roi. Le roi ne s'explique pas. On pense que la raison principale, on a donné plusieurs explications, puisqu'il n'y en a pas eu de la part du roi. On pense que c'est parce que dans cette préface, les académiciens parlaient trop de leur travail, de qui avait fait quoi, alors qu'il fallait parler du roi, et uniquement du roi. Voilà, il mentionne celui qui a gravé les coins, celui qui a fait les gravures, etc. Non, c'était la pire des erreurs, et donc la préface est supprimée. On a souvent des exemplaires où la préface a été recopiée manuscritement et insérée dans l'ouvrage. Mais la plupart des exemplaires sont donc sans préface, sauf quelques premiers imprimés. Alors, le volume est in folio. Monsieur Charlet en a, je crois que vous en avez même deux. Alors, il y a in folio, donc celui qui est donné au roi en 1702, c'est in folio. In folio, bon, j'en ai pas apporté parce que ça pèse très lourd. Il y a 286 médailles. Alors, c'est in folio recto, c'est-à-dire que les pages sont blanches derrière. Il y a une séance où ils discutent pour savoir est-ce qu'on va mettre recto verso ou est-ce qu'on va mettre recto. Et recto, ils choisissent ce recto quand même beaucoup plus luxueux. Et ils font remarquer que recto verso, pour les gravures des médailles, parfois le texte de la page de derrière transparaît. Donc, ils ont choisi le luxe, c'est-à-dire 286 folios recto. Alors, le volume n'est pas commercialisé. En fait, il est offert par la Cour. Et alors, ces 286 médailles vont jusqu'en 1702, donc c'est évidemment la vie incomplète du roi, jusqu'à la date où l'ouvrage est publié. Alors, il y a un frontispice qui a été dessiné par Coipel. Le voici. Alors, voici la page de titre. Médaille sur les principaux événements du règne de Louis le Grand avec des explications historiques. Alors, le luxe n'est pas seulement dans ces 286 folios recto. Le luxe, c'est qu'on a créé des caractères spéciaux pour ce livre, le Romain du roi. Et là, vous avez l'exemple de ce copié sur l'alphabet de Trajan, l'épigraphie de Trajan, à Paris, de l'imprimerie royale, 1702. Alors, non seulement 286 pages, mais toutes ces pages sont encadrées, et il y a des encadrements variés, et qui ont été dessinés par Bérin, qui est le dessinateur des décors des fêtes royales. Alors, vous avez un exemple d'encadrement ici, donc un encadrement avec évidemment la symbolique royale solaire, des lys aussi. Ici, vous avez dans l'angle, vous voyez les L croisées de Louis XIV. Et son influence mondiale, vous avez une map monde en bas et sur les côtés. Et alors, le frontispice, donc dessiné par Coipel, gravé par Simoneau, et qui nous montre l'histoire que vous voyez là au milieu de la composition, l'histoire qui est en train d'écrire les grands événements du règne, et l'histoire a évidemment son regard dirigé vers Louis XIV, dont on présente le portrait, dont Mercure présente le portrait, aidé par des angelots. Et alors, l'histoire, elle repose son livre sur le temps qu'elle écrase, voyez, mais le temps, lui aussi, regarde d'une manière admirative Louis XIV. Et vous avez quelques médailles qui sont répandues sur le sol. Et au fond,
la machine, car il y a eu aussi une machine spécialement créée pour la frappe de ces médailles. Voilà. Ce frontispice a été inspiré notamment du frontispice du livre À la gloire de Mazarin, qui a été publié peu après la mort de Mazarin, le recueil de toutes les poésies qui avaient été publiées à la gloire de Mazarin. On appelle ça le recueil vitré, les Elogia Iuli Mazarini Cardinalis, et il y avait un frontispice par Lebrun, qui est conçu un peu de la même manière, un peu de la même manière. Voilà. Voilà, je vous ai trouvé un exemple d'une page de ce livre. Vous avez donc l'encadrement par Derain, la médaille avec l'avers, et je vous ai dit, il y a 8 avaient un différent selon les âges du roi. Là, on est plutôt vers la fin, puisque c'est la médaille 283. Vous avez en bas à droite le numéro 1. 283, la médaille, donc c'est une médaille de la fin, puisque je vous ai dit, il y en a 286. Alors, c'est la médaille de la Chambre de commerce, et comme je vous l'ai dit, il y a une description de l'événement, et puis une description dans un petit paragraphe de la médaille elle-même. S'ajoutent aux encadrements des culs de lampe variés, et vous en avez un ici avec des ailes croisées, et puis des rameaux d'olivier. Voilà un exemple. Et je vous ai apporté la médaille correspondante, car je l'ai. Alors, c'est une refrappe, évidemment, mais vous savez que les refrappes se font ici. On a conservé les coins, et on fait régulièrement des refrappes de cette série uniforme. Donc, vous avez là 4 cm, le module du sesterce. Et alors, celui qui a donc dessiné cette série uniforme et gravé plutôt cette série uniforme, dessiné et gravé, c'est Mauger, hein, Jean Mauger, qui avait travaillé avant, qui s'était fait remarquer avant, mais on appelle ça les Mauger. C'est la série uniforme de Louis XIV. C'est une refrappe du 19e siècle. Je vous ai apporté, j'ai pas d'original de l'époque de Louis XIV. Alors, voilà. Alors, bon, la Chambre de commerce, c'est un des titres de gloire de Louis XIV. Alors, pour le livre, il existe aussi une version in quarto. Celle-là a été commercialisée et donc pour une diffusion dans la classe aisée de la population, version in quarto. Et puis, il faut aussi savoir qu'en 1723, donc sous Louis XV, est décidée une réédition augmentée avec tout le règne de Louis XIV, puisque Louis XIV est mort depuis 8 ans. Et donc, on a une nouvelle édition in folio, avec comme nouveau titre « Médaille sur les principaux événements du règne entier de Louis le Grand ». Voilà. Et puis aussi, en in quarto, vous avez une version bilingue français-allemand. Alors, c'est assez curieux de voir d'un côté, alors c'est une version bilingue avec les pages en regard. Alors, c'est pas la version quarto, elle est aussi seulement sur le recto des feuillets. Mais la version franco-allemande, c'est avec les pages en regard. Et je dois dire que ça fait un choc de voir la page avec les caractères romains de Louis XIV et en face la page en caractère gothique de la traduction allemande. C'est vous dire que cet ouvrage a eu un véritable succès international. Il y a eu aussi des traductions manuscrites jusque dans les langues de l'Orient. Il y a eu une traduction en perse. Il y a eu aussi une traduction en latin. Mais tout ça est resté manuscrit. L'édition in quarto, et c'était un argument de vente qui est donné dans la préface, a comme avantage
je ne sais pas si c'est tellement un avantage, comme avantage de donner les médailles, la gravure des médailles dans le format qui est celui des médailles en métal, c'est-à-dire 4 cm, alors que dans le volume in-folio, elles sont plus grandes, elles sont agrandies. Dans la préface, enfin, il y a une préface, une introduction dans le volume in quarto. Dans cette préface, on donne ça comme un argument pour de vente de l'ouvrage, hein, c'est que les médailles gravées dans le livre sont de la taille des médailles réelles de la série uniforme. Voilà. Alors, le roi récompense la petite académie qui devient Académie d'inscription et médailles. Mais là, je dois vous dire que pour moi, ça a été une grande déception parce que quand j'ai continué à lire les procès-verbaux, on voit que tout s'écroule, tout s'est écroulé. C'est-à-dire que jusqu'à cette année 1702, mais remarquez, c'est l'Académie qui est fautive, parce qu'ils ont demandé, parce que l'Académie des sciences avait eu une patente, avait eu des lettres patentes, et ils ont demandé d'avoir la même chose. Et le roi leur a donné la même chose, mais le résultat, c'est que tout s'écroule. On ne traite que beaucoup moins des médailles, très peu des médailles dans cette nouvelle académie. Le nombre des membres, ils étaient une dizaine, et une dizaine vraiment de génies, dont Racine et Boileau. Il passe à 40 sur le modèle des autres académies. Et alors, évidemment, on n'a pas que des génies. On n'a pas que des génies. Et alors, ça devient une académie érudite. Une académie érudite où on a des traités dans les séances. On a des traités sur l'Antiquité, un peu de Moyen-Âge aussi, mais c'est fini. On continue à faire quelques médailles, mais on les voit plus guère dans les procès-verbaux. Ça a complètement changé cette nouvelle académie. Cela dit, on prépare quand même la nouvelle version du livre qui paraît en 1723 sous le titre légèrement modifié que je vous ai indiqué tout à l'heure. Alors, ces exemplaires, je vous l'ai dit, ces exemplaires de 1702 in folio, ils ne sont pas commercialisés, ils sont offerts, et ils sont offerts dans de belles reliures en maroquin rouge. On en a aussi dans le commerce en veau brun. Les deux types, c'est maroquin rouge pour les personnes très distinguées, et puis il y a aussi du veau brun. Mais ça n'est pas commercialisé en principe. Alors voilà la page de titre du nouveau volume de 1723. Vous voyez que c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a rajouté du règne entier de Louis le Grand. Et là, nous passons donc à 318 médailles. 318 médailles sur le règne entier de Louis XIV. Et on s'occupe aussi, mais alors là, dans les procès-verbaux, on n'en parle pas. Dans les procès-verbaux, ils ne font plus que ces dissertations sur des choses antiques en général, mais on n'en parle plus. C'est très décevant, mais il s'en occupe quand même. Et on prépare une nouvelle série uniforme qu'on a appelée, c'est la deuxième série uniforme, c'est la série uniforme réformée pour l'édition de 1723. Il y a de légères modifications, assez légères, dans la première série uniforme. Donc, il faut savoir que nous avons deux séries uniformes, la série uniforme de 1702 et la série uniforme réformée, et que ces deux séries uniformes correspondent aux deux ouvrages de 1702 et de 1723. Donc, ils se sont occupés à réformer entre 1702 et 1723, mais on n'en a pas trace dans les procès-verbaux et c'est extrêmement décevant, cela. On ne sait pas où sont passés les débats qui ont eu lieu pour la réforme de la première série uniforme. Alors, les médailles et le livre, c'est ce qu'on appelle l'histoire métallique de Louis XIV. Voilà, je crois que c'était mon premier but, c'était de vous présenter cette histoire
métallique du roi. Et bien maintenant, dans une deuxième partie de mon exposé, eh bien, je vais vous présenter J'ai donc consacré, et en collaboration avec Inès Villela-Petit, en co-organisation avec Inès Villela-Petit, nous avions organisé, avant de venir ici, à la Bibliothèque nationale de France, nous avions organisé un premier colloque intitulé Les médailles de Louis XIV et leurs livres. Et ce premier colloque a été publié sans tarder. J'ai donné comme motif à l'éditeur qui traînait, comme toujours, pour ses publications de colloques, comme motif, il y a une exposition sur la mort de Louis XIV à Versailles. Il faut absolument publier ça pour le mettre dans le stand de vente. Et ça a marché, ça a marché. Donc nous avons eu en 6 mois, alors qu'il faut attendre en général plusieurs années, nous avons eu en 6 mois le premier volume, les médailles de Louis XIV et leurs livres. Ensuite, nous sommes venus ici pour les colloques successifs qui sont le deuxième volume est en cours de préparation. Alors, ce premier volume, les médailles de Louis XIV et leurs livres, vous voyez, j'avais conçu une couverture où on devait voir une médaille réelle de la série uniforme en or, il y en a en or, une médaille réelle de la série uniforme, et puis derrière cette médaille réelle, la gravure correspondante dans le livre. Mais ils m'ont modifié parce qu'ils ont trouvé que la photo n'était pas bonne. Donc, résultat, on a une médaille, mais qui ne correspond pas à la médaille gravée qui est derrière. Bon, n'empêche que la couverture est quand même assez jolie. Ils m'ont mis des petits listes sur le fond. Bon, c'est heureux, hein, on n'aurait pas pu en espérer autant. Alors, que je vous dise quelques mots quand même sur ce volume. Il est... et puis, je dois aussi souligner que ce colloque a donc été tenu pour le tricentenaire de la mort de Louis XIV. Donc, c'est pourquoi j'ai pu parler de l'exposition de Versailles, où d'ailleurs Inès a participé avec des médailles en or de grands modules qui étaient exposées de manière très impressionnante parce que c'était sur une vitrine en longueur et une vitrine en velours noir. Et je dois dire que les médailles en or sur le velours noir, soit que le deuil ici a véritablement été propice à la présentation des médailles. C'était extrêmement impressionnant. Alors, ce volume est divisé en 3 parties. Vous avez une première partie consacrée au principe de composition. Comment est-ce que les académiciens travaillaient pour créer ces médailles? En deuxième partie, vous avez une partie consacrée aux thématiques, c'est-à-dire les sujets qui sont traités dans les médailles, qui sont étudiés. Et enfin, la troisième partie, c'est une caractéristique de ce colloque, c'est qu'il y a eu pas mal de communication sur la diffusion de l'histoire métallique dans tous les pays du monde. Oui, c'est allé jusque chez les Indiens d'Amérique, jusque chez le Shah de Perse, jusque chez les potentats africains. On a retrouvé les médailles de Louis XIV. Il y avait vraiment ce que voulait Louis XIV, une diffusion mondiale. Alors, Inès Villela-Petit a traité l'inventaire de 1685, ou les médailles de Louis XIV avant leur livre. Et donc, elle évoque comment on a procédé à l'inventaire des médailles. Il ne s'agit pas des médailles de l'histoire métallique, mais de la collection de médailles de Louis XIV. Et alors là, il y a une chose très intéressante, c'est qu'elle nous a montré les tirettes, c'est-à-dire des espèces de tiroirs pour donc la collection des médailles de Louis XIV. Le deuxième article est celui de Mark Jones, qui nous explique l'histoire métallique de Louis XIV. Il a choisi ce titre, vous voyez, l'histoire métallique de Louis XIV, et où il nous dit pourquoi, qui, comment, quand et pour qui. Donc voilà les questions qu'il s'est posées pour son article. Le troisième article a été écrit par un de mes étudiants, Jordan Blondel, et qui a traité les monnaies romaines aux sources des médailles de Louis XIV. Alors, il faut vous dire une chose, c'est que dans les procès-verbaux, les membres de la petite académie parlent très peu
de leur modèle romain. Alors qu'en fait, je vous l'ai dit, à peu près toutes les médailles, il y a des rarissimes exceptions, à peu près toutes les médailles sont imitées de monnaies romaines. Pas de monnaie grecque, hein, c'est les monnaies romaines impériales. République une ou deux fois, mais non, non, non. Monnaie romaine, préférablement de la bonne époque, hein, la bonne époque, mais aussi ils vont jusqu'au bas empire. Hein. Souvent, on a des monnaies tardives qui sont prises comme modèle. Ils n'hésitent pas, Constantin par exemple, il n'hésite pas. Balbienus, vous avez souvent des empereurs à peu près inconnus qui servent de modèle. Donc il y a les grands classiques et puis aussi ils vont jusque chez les empereurs tardifs. C'est peu exprimé dans les procès-verbaux, mais c'est très important. Hein. Alors, Chantal Blondel a donc identifié un certain nombre de modèles qui ont servi. Alors là, par exemple, vous avez un type aux foudres ailé, tel qu'on en voit dans les médailles d'Auguste. Hein, c'est une monnaie d'Auguste et qui a servi de modèle au combat de Zinsheim. Et ici, c'est vraiment repris tel quel. C'est repris tel quel. Mais en général, c'est refaire, mais on voit bien quand même le modèle quand on. Et je dois dire que rechercher ces modèles, c'est tout à fait quelque chose d'intéressant qui n'a pas été fait. Il y a un travail qui n'a pas été fait, sauf par Jordan Blondel, qui a fait un deuxième article pour le deuxième volume, qui n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Je crois que c'est parce qu'il y a des spécialistes des monnaies antiques, il y a des spécialistes de Louis XIV, mais des deux, non, ça ne se croise pas. Ça ne se croise pas. Donc Jordan Blondel a commencé le croisement et je l'ai continué avec, pour le troisième volume, un article sur les projets refusés. C'est-à-dire qu'on a des académiciens qui arrivent avec leur modèle antique et dans certains cas, les modèles sont refusés. Et j'ai donc étudié, c'était ma conférence du dernier colloque, pourquoi et comment ces monnaies antiques, même quand elles étaient de bons empereurs, ont été refusées. Et il y a plusieurs raisons à cela. La principale raison, c'est qu'ils avaient une règle. Alors, leur travail est plein de règles. C'est quand même l'époque du classicisme, donc on est plein de règles. Et alors, ils respectent une règle, c'est que il faut reprendre le modèle antique, mais surtout ne pas changer son sens, c'est-à-dire garder le sens qu'il avait, autant qu'on peut le retrouver, le sens qu'il avait dans l'Antiquité. C'est-à-dire que si on se met à faire des métaphores, eh bien, ça ne marche pas. Mais si on change de sens par rapport à l'antique. Donc, les refus, c'est la principale raison, c'est quand celui qui propose un projet a modifié le sens. Là, donc, c'est vraiment une règle de fer de l'histoire métallique. Il faut garder le même sens que l'antique. Et là, on a un exemple avec vraiment la reprise telle quelle du foudre d'Auguste. Voilà. Bien. Alors, François Ploton-Nicolet a étudié les légendes. Les légendes, avec un article intitulé La présence des classiques latins dans les légendes des médailles de Louis XIV. Alors que Blondel a étudié les images, Ploton-Nicolet a étudié les légendes et il fait ressortir la prédominance des classiques. Et là aussi, il y a une autre règle pour les légendes, c'est qu'il est interdit d'utiliser des morceaux de verre. Car quelques académiciens présentaient des classiques latins et présentaient des vers, des morceaux de verre. Interdit d'utiliser des vers. Pourquoi? Donc, on peut à la rigueur utiliser de la littérature classique, mais il faut que ce soit de la prose. Il faut que ce soit de la prose. Et en règle générale, on aime mieux à partir du vocabulaire antique, créer de nouvelles légendes. Mais si on prend des modèles littéraires,
on refuse en général quand ce sont des vers. Pourquoi? Eh bien parce que les vers sont réservés aux devises et donc pas à l'histoire métallique du roi. Hein. La devise qui est un genre symbolique que le roi utilise pour ses carousels, pour ses tapisseries, et qui présente une image avec un texte. Et là, au contraire, il est apprécié, c'est ce qui distingue les genres. La devise, elle met comme légende des morceaux de verre, alors que la médaille, elle, refuse les extraits poétiques. Sauf des exceptions rarissimes, quand c'est du Virgile, là, on le laisse passer. Ça peut arriver, mais la règle, c'est pas de vers. Ensuite, on a un article de Jess Mosley, un Anglais, qui nous parle du livre, note sur la fabrication du livre, vu sous les aspects techniques, hein, étudier les aspects techniques. Ludovic Jouvet, ensuite, nous parle des médailleurs de papier, les graveurs et les livres des médailles de Louis XIV. Oui, là, il se pose la question de la mise en gravure sur le papier des médailles. Et il compare avec les autres livres de médailles et il constate qu'on a fait disparaître les signatures des médailles pour ne pas faire ombrage à Louis XIV. Parce que si vous regardez ici la médaille en question, enfin, la médaille, vous avez sous le buste du roi Mauger, en toutes lettres. Eh bien, ça, c'est gommé dans le livre. Dans le livre, c'est ce qui nous confirme dans l'idée que Louis XIV voulait que dans ce livre, ce soit lui et rien que lui. Et donc, le nom de Mauger disparaît sur la gravure des médailles sur le papier. C'est la principale découverte de Ludovic Jouvet. Claire Carlin s'intéresse aux aspects littéraires et elle nous parle de la poétique de l'histoire. Comment est-ce qu'on écrit l'histoire de Louis XIV? Alors là aussi, ils ont des règles pour écrire l'histoire. Il ne faut surtout pas être trop élogieux parce que si on fait des phrases trop fleuries, si on fait des éloges trop apparents, ça paraîtra mensonge. Donc on a un style qui est un style sans image, un style très simple. Très simple parce que ça colle à la réalité, ça veut coller à la réalité. On a un style à peu près dépourvu d'image. Pour finir, Yann Lignereux s'intéresse au rapport du roi avec Dieu parce que à l'époque, le directeur du château de Versailles, Alexandre Maral, avait fait paraître un livre Dieu et le roi. Et donc là, il applique ça à l'histoire métallique pour montrer à quel point Louis XIV s'occupe de sa gloire à lui et que dans l'histoire métallique du roi, Dieu n'est pas tellement présent. C'est Louis XIV qui tient à la première place. Voilà. J'ai fini pour la première partie du livre et je vais maintenant vous parler de la deuxième partie qui est consacrée au sujet des médailles. Alors, ça commence par un article de Christian Charlet, Les interventions militaires de Louis XIV en Catalogne, évoquées par les médailles sur le règne de Louis le Grand, 1702-1723. Alors, l'article de Christian Charlet a un plan chronologique, donc il évoque les différents événements de la campagne de Catalogne, avec les médailles avant 1694, les médailles entre 1994 et 1702, et les médailles après 1702. Ça permet de faire des comparaisons entre la première série uniforme et la deuxième série uniforme. Comment est-ce que les médailles ont été, dans certains cas, changées? Et là, j'en ai pris un exemple. Par exemple, la prise de Rose en Catalogne. Rose, c'est une ville. Rosès. Alors, ça, c'est la première série uniforme où ils se sont inspirés d'une monnaie antique de Rhodes, qui avait une rose, et Inès en parle dans son article du 4e colloque là, sur la nature, l'histoire naturelle. On a une rose qui a été présentée un peu étrangement ici, et qui est copiée sur une monnaie, comme le montre Inès d'ailleurs dans son article, qui est copiée sur une monnaie
antique. Monnaie Inès, d'ailleurs, je crois que c'est exceptionnel, c'est pas une monnaie romaine, c'est une monnaie grecque. C'est une monnaie grecque. Alors là, c'est exceptionnel. On a comme modèle une monnaie grecque, c'est presque un apax. Je veux dire, c'est rarissime. C'est rarissime. Avec le nom d'Aménas, qui est le nom de magistrat dans les terres, et qui a comme symbole un rostre de Guyane. Voilà. Et donc, nous avons le rostre, et puis la façon de représenter la rose, qui est absolument la copie de la dont elle est représentée. Parce que là, en réalité, c'est une rose avec deux petits boutons qui sont. Alors que sur la monnaie, il n'y a qu'un seul bouton. Oui. Voilà, c'est ça. Et la deuxième marque. Là, en l'occurrence, sur les monnaies, ce sont des monnaies qui sont frappées au moment de l'époque du colosse de Rome, 304-589. Le colosse va tomber au IIIe siècle, après 127. Et on a bien le nom du magistrat qui s'appelle Aménas, associé à. Alors, il est tout petit, le rostre, il est ridicule, mais il fait partie intégrante du sujet. C'est une marque monétaire. Et donc ici, ils l'ont grandi un peu le rostre. Alors ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu et ils ont donc réformé ça. Et là, vous avez une médaille type. Une médaille type, c'est un type qu'on retrouve extrêmement fréquemment. La ville, pour représenter les villes, on présente la ville avec un bouclier et sur le bouclier, et ça c'est un aspect médiéval, sur le bouclier, on met les armoiries. Les armoiries. Donc là, ce sont des armoiries parlantes, 3 roses. Et puis, voilà. Donc, vous avez donc un exemple de changement. Vous voyez que parfois le changement est radical. Là, on a vraiment, et c'est ce que a montré Christian Charlet dans son article, avec notamment cet exemple de la prise de Rosès en 1645. Je vous ai parlé de la campagne. Est-ce qu'on peut parler de campagne de Catalogne? Parce que ça s'étend sur un nombre d'années. A commencé avant le règne de Louis XIV, hein, parce qu'elle commence en 1640-1641, dans la foulée de la révolte des Stegadores. Au départ, on l'appelle la guerre des Stegadores. Et ces guerres en Catalogne se terminent en fait en 1714 avec la paix de Rambouillet signée avec l'empereur et qui consacre la royauté de Philippe V sur l'Espagne et qui a été contestée très longtemps, puisque Barcelone n'a quand même été conquise en 1713. Donc, ce sont. Donc, une très longue. C'est très long. Très longue campagne. La lutte en Catalogne est très, très longue. Et puis, ça reprend. Avec des rebondissements, puisque au début du règne de Louis XIV, l'Espagne est l'adversaire de la France, tandis que après 1700, sous la guerre de succession d'Espagne, en principe, le royaume d'Espagne est avec la France, mais la Catalogne est insurgée et elle a reconnu, elle, comme roi d'Espagne, le prétendant autrichien qui prend le nom de Charles III et qui sera ensuite l'empereur Charles VI. Merci. Et après Christian Charlet, nous avons un article de Marc Rengerer, qui est professeur à l'université de Munich et qui s'intéresse à un autre sujet des médailles, qui est le port, la représentation des ports dans l'histoire métallique, et il fait ressortir l'importance des modèles antiques, les médailles du port d'Ostie, enfin les monnaies du port d'Ostie qui ont servi de modèle. Et puis après ces sujets généraux, la Catalogne, les ports, on a des gros plans sur les médailles en particulier. Alors Fabrice Charton s'intéresse à la médaille sur la mort de Louis XIII, qui a posé toutes sortes de problèmes. Et puis, Marie-Claude Canova-Green, qui est professeure à l'Université de Londres, s'intéresse à, je cite le titre de son article, « La médaille, la mort, l'immortalité, Louis XIV et le livre des médailles sur les principaux événements de son règne ». Alors, elle étudie les médailles de la mort, puisque c'était le tricentenaire de la mort de Louis XIV avec l'exposition de Versailles, et notamment
la médaille de la mort de Louis XIV, qui est dédiée en 1723 par Louis XV. La voici, la médaille de la mort de Louis XIV. Enfin, je vais terminer par la troisième partie du livre, qui est véritablement son originalité, c'est la diffusion de l'histoire métallique, que ce soit le livre ou les médailles. Je vous l'ai dit, ça a répondu aux vœux de Louis XIV, la diffusion a été internationale. Ça a été véritablement un best-seller international, aussi bien les médailles que le livre. Alors là, nous avons un premier article qui est celui de Valentina Casarotto, L'histoire métallique de Louis XIV dans le panorama du collectionnisme italien. Effectivement, l'histoire métallique s'est diffusée en Italie avec quelques collections de médailles et puis aussi une diffusion du livre. Il y en a, j'en ai vu, il y en a au Vatican. Mais je dois dire que ça s'est diffusé modérément parce que la papauté n'a jamais été très bien avec le XIV. Ça a été même les rapports entre Louis XIV et la papauté ont été très tendus. Donc je crois que c'est ce qui explique qu'on trouve une proportion modérée de livres et médailles de Louis XIV en Italie. En revanche, Robert Wellington prête des médailles en mouvement et de la réception des médailles de Louis XIV à la croisée des cultures, c'est-à-dire dans les pays hors de l'Europe. Diffusion exotique. Les ambassadeurs de Siam sont le sujet d'une médaille. Le sujet d'une médaille, je crois que la voilà, la médaille des ambassadeurs de Siam. Leur ambassade, ça a été un grand événement du règne de Louis XIV. Ils avaient voyagé plusieurs années pour arriver à Versailles et ils sont repartis avec des médailles, évidemment. Il y a aussi une diffusion en Afrique. Un petit roi africain a obtenu des médailles de Louis XIV. En fait, il s'est révélé être au fond, un faux roi, mais il a obtenu quand même, il a réussi à se faire bien voir à la cour et il a réussi à obtenir des médailles de Louis XIV. Chez les indigènes d'Amérique du Nord, certains Indiens se font enterrer avec une médaille du roi sur la poitrine. Donc, et puis aussi en Iran, en Perse, l'histoire métallique est allée jusqu'à se diffuser en Perse. Et je vous l'ai dit, il y a à la BNF une traduction en persan de l'histoire métallique de Louis XIV, mais qui est restée manuscrite. On n'avait pas de raison de l'imprimer. Ça n'a peut-être pas eu une très large diffusion. William Alsler nous parle de l'impact de l'histoire métallique de Louis XIV sur la République de Genève. Et là, il s'intéresse à l'œuvre de Jean Dacier, qui a subi l'influence, car ces médailles de Louis XIV, après avoir pris comme modèle, après avoir imité les médailles antiques, elles vont servir de modèle à l'imitation dans différents pays d'Europe. Ça va devenir, elle va devenir un modèle pour la création numismatique. Et c'est ce qu'a étudié William Eisler dans son article. Jean-Christophe Blanchard nous parle des ducs de Lorraine et de Louis XIV, les revers de la médaille. Il étudie la production des médailles des ducs de Lorraine, mais aussi le traitement de la Lorraine dans l'histoire métallique de Louis XIV, notamment les médailles de l'hommage du duc de Lorraine, qui est une scène réelle. Ben voilà. Non allégorique ou mythologique. Et là, je crois qu'on a un exemple rarissime où il n'y a pas de modèle antique, où on a véritablement l'hommage tel qu'il s'est produit. Et vous remarquez le caractère héraldique
les armes du duché de Bar. Du duché de Bar. C'est un aspect de cette histoire métallique qui est assez intéressant et auquel j'ai consacré un article publié dans le Journal des Savants. C'est que on a ce modèle antique qui est véritablement le modèle fondateur, mais on a en même temps beaucoup d'héraldique. Et ça crée, vous voyez, une mixture. Mais ça prend assez bien, ça prend assez bien. Et ici, vous avez bon, il n'y a pas d'aspect antique, mais je vous l'ai montré tout à l'heure avec la deuxième médaille de la prise de Rosès en Catalogne. Dans la deuxième médaille de la prise de Rosès, vous avez le modèle antique et puis la présence de l'héraldique sur ce fond antique. Personnellement, j'ai traité des imitations romaines du livre des médailles de Louis XIV, patronné par les cardinaux Annibale Albani et Filippo Maria Monti. Oui, je vous ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de livres des médailles de Louis XIV en Italie, peut-être parce que Louis XIV et la papauté se sont très mal entendus, mais il y a quand même deux cardinaux qui ont fait des publications et qui ont copié mais pas, ils ne se sont pas inspirés des médailles, ils ont copié les encadrements. Je vous en donne un exemple. Voilà. Il s'agit ici des lettres et des brefs choisis de Clément XI, qui sont publiés par un cardinal, Filippo Maria Monti, et en in folio. Hein. Et alors, vous voyez, pour le cadre et pour les culs de lampe, ils se sont inspirés du livre de Louis XIV. Mais il n'y a plus, enfin là, il n'y a plus de traces directes de Louis XIV. Mais c'est assez amusant de voir ces culs de lampe où on a introduit la symbolique papale en enlevant la symbolique royale. Vous avez un exemple de ce cul de lampe ici, avec la tiare papale rayonnante qui a été introduite, mais sur des motifs qui proviennent de Jean Bérin, le décorateur de la cour de Louis XIV, et c'est la même chose pour les encadrements. Massimo Scandola montre comment les empereurs d'Autriche qui ont eu des livres des médailles se sont inspirés pour leurs médailles des médailles de Louis XIV. Il y a donc, et il y a eu des rapports entre l'Académie des inscriptions et puis ceux qui faisaient les médailles pour les empereurs d'Autriche. Isor Boitel, ensuite, parle des médailles satiriques anglaises ou hollandaises ou allemandes. Et ce sont des médailles qui reprennent les motifs de l'histoire métallique de Louis XIV, mais pour s'en moquer. Hein. Alors là, il s'agit d'une médaille sur la défaite maritime française à La Hougue en 1692, et où on voit là un vaisseau qui coule, un vaisseau avec le vaisseau, vous voyez sur la poupe du vaisseau, Nec pluribus impar, et donc la devise de Louis XIV, Nec pluribus impar, avec un soleil, vous savez, qui montre ce soleil qui ne serait pas indigne de plusieurs univers. Hein. Et alors maintenant, Nunc pluribus impar, maintenant, il est indigne de plusieurs. Maintenant, il ne peut plus. Voilà. Alors, on reprend la symbolique de Louis XIV pour la traiter de manière satirique. Marco Calegari s'intéresse à un livre numismatique qui a été publié à Venise en 1732, à la gloire d'une famille vénitienne, les Barbarigo, mais je dois vous dire qu'il n'y a à peu près aucune influence de Louis XIV dans ce livre. Nous avons donc mis cet article comme point de comparaison, mais vraiment à Venise, là, ils ne se sont pas souciés du tout de l'histoire métallique de Louis XIV pour traiter de la gloire de la famille Barbarigo. Thorsten Fried, ensuite, nous parle de l'histoire métallique de Louis XIV, un modèle pour les médailles des ducs de Mecklembourg et des rois de Prusse. Et effectivement, les médailles de Louis XIV ont servi au XVIIIe siècle
en Allemagne de modèles. Et puis arrive Laurent Stefanini. Laurent Stefanini qui nous parle de l'histoire métallique de Louis XIV et de celle de Louis XVIII, pour constater qu'il n'y a quasiment pas d'influence. L'histoire métallique de Louis XVIII, mais sauf une exception, en règle générale, le style avait changé. Le style avait changé. Et puis aussi, il faut dire que sous la Restauration, Louis XIV n'était pas très bien vu. On préférait Henri IV. Henri IV, le roi fédérateur, Louis XIV, il était vu avec son absolutisme comme une des premières causes de la Révolution. Et donc, il était un peu tombé en disgrâce. Et il n'y a qu'une médaille dans l'histoire métallique de Louis XVIII, qu'une médaille qui prend un modèle. La médaille, je crois, c'est la mort d'Anne d'Autriche qui prend comme modèle la médaille de la mort d'Anne d'Autriche ou la mort de Marie-Thérèse. C'est une médaille qui représente un tombeau. Hein. Et que ça, elle est copiée, quasiment copiée. Mais pour le reste, le style est devenu un style un peu romantique, un style tout à fait différent. C'est la constatation de Laurent Stefanini. Voilà. Eh bien, nous sommes arrivés à 7h15. C'est ce que vous m'aviez donné comme minutage. Eh bien, voilà. Et je crois qu'on a maintenant quelques minutes, jusqu'à 7h30 pour poser des questions.